Bien, donc on va aborder peut-être une autre facette. J'étais pas arrivée encore tout à fait au début, donc je m'avance un peu en disant qu'on n'a pas abordé la question de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un choix que j'ai fait, que je vais essayer de justifier. Alors évidemment, le thème serait beaucoup trop large, donc je l'ai cerné du côté des albums et plus particulièrement donc des albums pour l'école primaire. Donc j'aborderai absolument pas d'autres tranches d'âge. Donc la figure du grand-parent, passeur de mémoire face à la maladie d'Alzheimer. Donc tout d'abord, je voudrais aussi préciser que c'est une étude très empirique, susceptible, pourquoi pas, d'évoquer, de susciter des recherches plus approfondies sur la propension de la littérature de jeunesse à traiter de manière créative de sujets contemporains comme le syndrome d'Alzheimer. Donc cette précaution étant prise, je vous livre quelques points de recherche qui m'ont particulièrement soutenu dans ce projet. Donc, j'ai pas trouvé énormément de choses, malgré tout, en tout cas dans ce champ-là. Donc, un article dans Gérontologie et Société, l'entrée en littérature de la démence de type Alzheimer. Donc une citation que j'ai trouvée intéressante. Si l'écrivain et l'écrivain participent pour partie des représentations sociales de leur époque, le fait même qu'ils aient besoin d'écrire témoigne d'une recherche plus singulière, d'un effort pour représenter une expérience ou une préoccupation qui s'origine dans des questions propres, mais trouve aussi un véritable écho dans le champ sociétal et culturel. Donc là, c'est un point important de la présence de la littérature de la maladie d'Alzheimer, ou en tout cas de ces différentes expressions, dans la littérature de jeunesse, c'est que ça participe d'un fait social et culturel. Un des processus qui est largement utilisé pour parler de ces maladies, et pas que, c'est la fictionnalisation. La fictionnalisation des DSTA, c'est-à-dire des démences je ne vais plus me rappeler, démences séniles de type Alzheimer, en tant qu'élément traumatique de leur réalité, témoigne à travers le travail d'un auteur en position de porte-parole, de porte-symbolisation, de préoccupation collective, d'un mouvement culturel afin de s'approprier cette réalité traumatique, au-delà de la seule logique du témoignage qui peut en venir, au moins en regard du public, à répéter le traumatisme déjà subi de la rencontre, encore une fois, réel ou fantasmatique, avec la démence et les déments. Donc, longue citation, mais pour expliquer, d'une certaine façon, le rôle de la fictionnalisation dans la manière d'appréhender une réalité qui est parfois extrêmement difficile. Alors, un ouvrage qui est particulièrement, je trouve, réussi et qui rend compte d'un colloque qui a eu lieu, si mes souvenirs sont bons, en 2019. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, l'ouvrage a été édité en 2019. C'est l'énigme de la mémoire, étude pluridisciplinaire. Et je me suis servi particulièrement de l'article d'Alain Montandon, Images de la perte, et de l'article de Régine Hatzenhofer, j'espère que je ne massacre pas trop son nom, qui parle plus particulièrement de la littérature de jeunesse. Donc j'y reviendrai. L'article très érudit d'Alain Montandon fait une recension dans la littérature et la philosophie de la symbolique de la perte à travers de nombreuses métaphores, la naissance, la porte avec la neige, etc. Et il redéfinit en creux la mémoire en pointant quelque chose d'extrêmement intéressant, le fait que la narrativité est un constitutif de la mémoire. Donc, dans les procédés mêmes de la narration, s'exprime une partie de la mémoire.
Donc il aborde aussi cette dialectique entre oubli et mémoire, et plus particulièrement la question de l'identité et du moi, et de l'intégrité du moi. Un dernier article, c'est bon, ça s'affiche, paru dans la revue Dialogue en 2010, qui aborde plus largement la question des grands-parents dans la littérature de jeunesse. Les auteurs s'intéressent à quelques récits en allemand et en français, et ils mettent en évidence les constructions imaginaires et leur expression par des métaphores. Ils envisagent une esthétique de l'ambivalence, mais vue ici comme une manière d'objectiver les signes de la maladie. Donc ces quelques points théoriques m'ont servi à analyser les albums que je vais vous présenter. Donc, quelle forme, quelle rhétorique pour parler de la maladie? Donc, je répète, à des très jeunes enfants, entre des enfants de maternelle jusqu'au cycle 3. Donc, l'album, je considère l'album comme un genre iconotextuel à la suite de Nerlich et de Montandon, c'est-à-dire qui joue de la relation texte-image et de la matérialité du livre. Donc, les auteurs, y compris les illustrateurs, qu'on peut considérer comme des auteurs à part entière, nomment, décrivent la maladie et ses symptômes en faisant un large usage de la métaphore, de la symbolisation, et en créant un monde fictionnel qui n'est pas que dans le texte, qui associe texte et image. Alors, mon corpus est limité à 10 titres, un petit peu comme Soisic, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend ce qu'on trouve, voilà. Mais bon, c'est quand même, j'ai fait une sélection parmi une quinzaine de titres, donc je n'ai gardé 10. Ce sont des productions internationales, traduites en français, ou des productions françaises. On note, enfin en tout cas, Régine Hatzenhofer note que le phénomène de l'entrée de ces maladies en littérature de jeunesse est relativement récent, donc elle date des années 80. À l'heure actuelle, le prix Chronos a une mention Alzheimer. En tout cas, les prix ont été décernés en 2023. Et comme je l'ai déjà dit, ces albums s'adressent à des enfants entre 3 et 10 ans. Donc le corpus étudié, mais j'y reviendrai. Donc vous voyez les pays d'origine, c'est-à-dire les pays dans lesquels, c'est bon, ça s'affiche, ont été édités à l'origine. Donc très peu en France en fait, j'en ai trouvé 2. Et tous les autres sont traduits en français. Venant des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Argentine et un du Japon. Donc les titres de ces albums, Très vieux monsieur, ils sont rangés dans l'ordre chronologique en 2009. L'histoire du renard qui n'avait plus toute sa tête en 2010, donc première parution. L'histoire en vers de mon grand-père, en 2011, Tu te souviens de moi, 2015, Les voyages de ma grand-mère, 2018, Les ballons de souvenirs, 2018, Ma mamie en poésie, 2019, Ma grand-mère en 2021, Grand-père papillon en 2022. Une petite mention, il y a une étoile bleue, elle aurait pu être n'importe quelle couleur d'ailleurs, La maison un petit cube, qui ne traite pas spécifiquement de la maladie d'Alzheimer, mais qui est une très très belle métaphore de la mémoire. Donc je ferai une petite allusion. Alors j'ai pris la première entrée, évidemment, que l'on choisit quand on parle d'un récit, même s'il est un album, ce sont les personnages, dans la mesure où on s'intéresse à, je vous le rappelle, la figure du grand-parent. Donc, ce qui est normal, c'est qu'on retrouve, comme dans la plupart des albums, des grands-pères
ou des grands-mères. Donc, en majorité, j'ai trouvé des grands-pères. 5, plus 1 par rapport à l'album qui est un petit peu à part. Des grands-mères, 3. Et un seul animal, le renard. Alors que, généralement, dans les albums pour les plus jeunes, on a beaucoup d'anthropomorphisation d'animaux. Et là, il n'y en a qu'un. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif, ma recherche. Qui présentent tous donc des symptômes de perte de mémoire et des troubles cognitifs liés à l'âge. Il y a là aussi, la plupart du temps, on peut dire tout le temps, un enfant, que ce soit fille ou garçon, en interaction avec le personnage âgé, et il est souvent le narrateur. Petit-fils, petite-fille, voire arrière-petit-fils. On a aussi des phénomènes de narration extérieure qui permet de dire aussi les voix de la société, les voix sociales, ce que l'on dit à propos de la maladie d'Alzheimer. Donc, dans Très vieux monsieur, par exemple, il perd la tête. En arrière-plan, les parents de l'enfant se manifestent au cours de dialogues rapportés. Maman m'avait dit que, dans ma grand-mère. Et dans l'histoire du renard qui n'avait plus sa tête, le champ est élargi en évoquant le rôle de la communauté dans le soutien apporté aux renards âgés et malades. On reviendra sur cet album plus particulièrement. Donc on a une double figure du grand-parent, ce qu'il a été, donc le passeur de mémoire d'une certaine façon, et ce qu'il est devenu, quelqu'un, pas sans mémoire, mais en tout cas avec une mémoire qui décline. Et ses conséquences dans la modification de la relation avec les autres personnages, souvent des enfants, et qui sont souvent narrateurs, ou avec des adultes. Le paradoxe de ces ouvrages est d'ouvrir la dimension de solidarité intergénérationnelle en valorisant et en instituant comme majeure la relation élective d'un petit enfant et d'un grand-parent, au détriment d'une complémentarité des rôles et des fonctions des parents et des grands-parents, non seulement envers le jeune enfant, mais aussi dans les relations réciproques de solidarité entre ces deux générations. Alors cette critique, que je ne partage pas, mais c'est une critique de Marie-Claude Mietskiewicz, psychologue clinicienne, dans un article que j'ai répertorié, qui me semble peu justifié dans la mesure où il y a bien d'autres dimensions littéraires qui sont à analyser avant d'une certaine façon, de réduire cette fiction au réel. Mais on y reviendra. Donc les auteurs n'étudient pas pour lui-même le phénomène littéraire et la transposition de la réalité par la fiction. C'est pourquoi la notion de figure est importante pour mettre de la distance. Les enfants de 5 ans l'expriment très bien en disant « c'est pour de faux ». Mais l'acte de lecture, en alimentant l'imaginaire, offre des ressources psychiques pour affronter la réalité. On peut donc penser que la double figure du grand-parent permet d'envisager le vieillissement autrement que vers une issue inéluctable, comme une autre manière de vivre la relation. Les scénarios qui sont utilisés dans les albums, on a 2 types de scénarios selon moi. La situation problème est posée. Comment le personnage âgé est présenté comme diminué va-t-il être pris en charge, soutenu, accompagné par le plus jeune? Donc là, plusieurs albums ont utilisé ce scénario-là. L'histoire du renard, Très vieux monsieur, Grand-père papillon, Tu te souviens de moi, Les ballons du souvenir, et l'histoire du renard que je remets une 2e fois. Autre scénario, il est inverse. Le problème n'est plus un problème, mais une sorte de créativité ou de monde imaginaire nouveau qui s'ouvre à celui ou celle qui sait écouter, observer, être en phase avec le personnage âgé. Et là, on a des albums qui sont vraiment très imaginaires, très créatifs, comme L'histoire en vers de mon grand-père, Ma mamie en poésie, Les voyages de ma grand-mère ou Ma grand-mère. Donc, comment les albums disent-ils la maladie?
comment explique-t-il, présente-t-il, définit-il la maladie dans le cadre de l'album? Il y a d'abord un point important qui est le dialogisme. L'album exprime les voix de l'entourage, la voix de l'enfant, la voix singulière de l'enfant, mais aussi parfois la voix de la société. Par exemple, ça devrait être ça, le côté bizarre dont m'avait parlé maman, dans ma grand-mère. Mais aussi la voix du personnage qui invite à entrer dans un autre monde. Donc la voix c'est la grand-mère qui parle. Dans mon château, il y a 120 chambres. Moi aussi, je vivais dans le château. Aujourd'hui encore, j'ai des assistants qui me portent mes repas. Ou encore, dans Ma mamie en poésie, regarde ma chérie, comme on écrit bien avec la mésange. Et puis, tu peux dessiner avec des mésanges de couleurs. Le ton, parfois dramatique, ou en tout cas constituant la situation problème, ou alors un ton plus léger, plus onirique, ludique parfois, comme justement Ma mamie en poésie, ou fantastique, comme le jardin de Lane Smith, lorsque le récit décrit un monde partagé par la personne troublée et l'enfant. Autre point, le champ lexical de la perte, qui a été largement étudié par Alain Montandon dans l'article que j'ai cité. On trouve dans Très vieux monsieur, en perdant la tête, très vieux monsieur a presque tout perdu. Et il y a beaucoup plus de métaphores sur la perte que dans beaucoup d'albums. Le champ lexical de l'oubli, il oubliait l'anniversaire, il ne trouva plus le chemin, il oublia de chasser, le renard avait oublié qu'il était un renard. Et l'usage de la négation, il n'a plus les pieds sur terre, il ne sait plus avaler son bol de bouillon, etc. Et dernier point, on constate très souvent une rhétorique de l'avant-après, de l'opposition avant-après, tout ce qu'il savait faire avant, tout ce qu'il ne réussit plus à faire aujourd'hui. On est quand même dans un genre très particulier qu'est l'album où texte et image se répondent ou se complètent. Donc, on a une rhétorique de l'image et un usage très abouti de métaphores. Ça a été déjà noté par Ratzenhofer en 2019. Le discours littéraire est riche en métaphores parce qu'il est la traduction subjective d'une production imaginaire. Dès le titre, certains albums utilisent des expressions imagées, souvent péjoratives, ne plus avoir sa tête. Référence au champ lexical de la perte. Mais l'image en contrepoint enrichit cet imaginaire en offrant au lecteur enfant une ouverture sur un autre monde et un message d'humanité. Quoi qu'il arrive, l'enfant trouve le moyen de rester en relation, en connexion avec l'aïeul troublé. Alors, je vais présenter quelques albums. Je n'ai pas matériellement le temps de tous les présenter, mais certains sont remarquables dans l'usage de tous ces procédés et dans l'adhésion des enfants à ces albums. Alors, les ballons du souvenir. Au lieu de perdre la tête, Papy a des soucis avec ses ballons. L'un d'entre eux peut se coincer dans un arbre. Et il me raconte la même histoire encore et encore. Donc là, c'est l'enfant qui est en relation avec le grand-père, qui explique d'une certaine façon, avec la métaphore du ballon, les symptômes de la maladie. L'image illustre le texte et montre l'enfant tentant de décrocher le ballon dans lequel est représenté le Noël à la ferme, le souvenir du Noël de la ferme de Tata Jeanne, que répète en boucle le grand-père. Les souvenirs du grand-père sont des ballons de toutes les couleurs. Nombreux au début du récit, ils s'envolent alors que l'enfant tente de les rattraper. Donc on voit cette relation extrêmement forte entre l'enfant et le grand-père à travers
le soin pris au ballon qui représente les souvenirs. Donc, malheureusement, il s'éloigne inexorablement. Cette métaphore discursive, doublée par l'image de l'enfant tentant d'attraper les ballons, ses souvenirs perdus, est très réussie, sans relever du pathos. Et c'est ce qui est remarquable dans cet album, c'est qu'il n'y a pas de dimension. On ne sent pas cette angoisse qu'on peut ressentir lorsque on raconte la maladie d'Alzheimer. Pourtant, le moment tragique de l'album est la perte du ballon que l'enfant et le grand-père avaient en commun, le souvenir de la partie de pêche. C'est le grand-père qui recrée le lien. « Pourquoi pleures-tu, petit ? Tu n'as aucune raison d'être triste. » Et c'est l'enfant qui trouve une solution, soutenu par ses parents et son petit frère ou sa petite sœur. Ils apportent, en fin d'album, des ballons au grand-père et lui racontent le contenu de ces ballons. Images et textes concourent à la compréhension de la métaphore et à son interprétation rassurante. Même s'il n'a plus de souvenirs, sa famille l'entoure et lui témoigne toute son affection. Deux autres albums ont aussi des particularités intéressantes. Tu te souviens de moi ? C'est la petite fille Anna, en visite avec ses parents dans l'établissement où se trouve le grand-père, qui trouve une solution. Fabriquer des chapeaux en papier avec la collection de journaux du grand-père, comme autant de souvenirs relatés et fixés. Comme précédemment, les chapeaux s'envolent. C'est une métaphore de l'oubli. Et l'enfant tente de les rattraper. Donc on a à peu près la même situation. Mais elle trouve une solution. « Ne t'en fais pas, papy, nous pouvons en refaire un. » Et donc, l'album se termine avec, en fait, un atelier de fabrication de chapeaux en papier avec les journaux du grand-père. Dans les voyages de ma grand-mère, la fillette narratrice évoque les voyages racontés par sa grand-mère que l'image en double page illustre. Dans un premier temps, on se croirait dans un album documentaire sur les voyages dans différents pays. Ah, pourquoi c'est parti tout seul, ça ? Les deux personnages appartiennent au même monde, représenté par le discours et l'image. Donc là, on n'a pas une opposition entre deux mondes. La métaphore souvent utilisée pour décrire la perturbation cognitive spatio-temporelle de la grand-mère, c'est « elle est un peu perdue ». Mais elle est contestée par l'enfant. Je crois qu'elle sait parfaitement où elle est. Elle est juste très loin d'eux. Dans Grand-père Papillon, donc aux éditions Motus, c'est la métaphore du papillon, qui relève à la fois du poétique et de l'élaboration d'un autre monde par la relation qu'établit l'enfant avec son aïeul. Comme un papillon, grand-père a changé de couleur. Un matin de neige a saupoudré ses cheveux flocons. Un soir de pluie a maquillé son regard brume. Car grand-père perd aussi les souvenirs comme des papillons lâchés aux quatre vents. Donc on a l'image, encore une fois, du vol, cette métaphore de l'envol, qui se traduit ici par l'animal, l'insecte papillon, alors que dans les autres, on était sur des chapeaux en papier ou des ballons. Un autre mode de relation né entre les personnages, après le naufrage, et ça aussi c'est une métaphore, qui est représentée dans l'image par la tête du grand-père sur laquelle est juchée la fillette, telle une île au milieu de l'océan. L'image est magnifique. La fillette découvre la sensibilité, le toucher, les sons, pour remplacer les mots qui deviennent rares. Tous les deux s'immergent dans l'eau, l'état initial, ou voguent dans l'espace, l'état final. Mais tel un papillon de collection, grand-père a toujours une lumière au fond des yeux et s'émerveille de tout ce qu'il touche. Cette expérience relationnelle, centrée non plus sur les échanges langagiers, mais sur la perception, a un fondement réaliste et apaise la personne en relation affective avec le personnage atteint. Donc la plupart des albums, évidemment, évoquent en toile de fond une représentation du souvenir et de la mémoire, mais petite mention dans le corpus étudié à cet album
qui ne parle pas de la maladie d'Alzheimer, mais je trouve est très original dans la manière de traiter de la mémoire. C'est la maison au petit cube qui a fait l'objet d'une... je te regarde Françoise parce que je pense que tu le connais. A reçu un prix pour la mise en image, un court-métrage. Donc une grande richesse dans le discours et dans l'image, dans cet album, une expression largement influencée par l'usage de l'espace et du temps et de la symbolique de l'air, le vol, l'envol et l'eau. Donc dans la maison en petit cube, le vieux monsieur résiste à la montée de la mer, c'est très, très actuel, hein, en construisant à chaque étape une nouvelle maison par-dessus la précédente. Et ce qui constitue une pile de cubes comme autant de souvenirs de vie antérieure. Donc à un moment donné, il a besoin de revenir au rez-de-chaussée. Et donc il plonge pour aller chercher ce dont il a besoin dans le souvenir le plus ancien. Donc, merci. La maladie est un espace de création langagière, comme dans Mamie en poésie, ou création plastique, comme dans l'art taupière de Lane Smith. Donc, je passe assez vite, puisqu'il ne me reste que 5 minutes. C'est la première fois que j'utilisais le carton. Hein. Voilà. On note aussi que la mort est absente du corpus destiné aux jeunes enfants. Et donc, dans l'histoire de ce renard, j'ai une expérience très émouvante de la lecture de cet album, où les enfants ont vu dans la dernière page une matrice dans laquelle se trouve le renard, le vieux renard entouré de tous ces petits renards. Et cette faculté qu'ont les enfants d'avoir accès à cette symbolique-là, donc une forme de renaissance après la mort qui n'est absolument pas dite dans cet album, m'a beaucoup touchée. Donc pour terminer, et en guise de synthèse, il me semble qu'il y a plusieurs points ici à noter. Comment la réalité qui a servi de thème en fait à l'écriture de ces albums a pu être à la fois traitée et transformée par la fictionnalisation, par les métaphores, par toute une série de procédés dans le texte et dans l'image. Ce qu'on peut dire, c'est que les réalités des maladies de type Alzheimer réactivent la pulsion de mort. Toute personne proche d'un malade la ressent et tente de la combattre. Quand un auteur-illustrateur s'adresse à des enfants, il mobilise dans l'acte de création toute son énergie, comme il a pu peut-être le faire en tant que proche d'un parent atteint. Ce processus, possiblement apparenté à la sublimation, se nourrit d'ingrédients de la réalité qu'il transpose par la fictionnalisation et la création d'autres mondes tout à fait plausibles, un monde sensible, un autre espace-temps, sans langage verbal, que l'entourage arrive ou non à partager avec la personne malade. L'album iconotextuel, lu à de jeunes enfants par des adultes, réalise l'exploit de montrer une voie humaniste, source de réflexivité pour tous, et de donner sens à un mode de vie différent aux personnes atteintes de DSTA, au sein de la vie sociale, en évitant le pathos. C'était presque dans le pathos.